Salut à toi, c'est Elodie. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier podcast où je vais t'expliquer mon parcours et également comment je suis devenue propre firme trader. Mais avant ça, je souhaiterais vraiment t'expliquer pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast. Donc, la raison, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu, voire même pas du tout, de podcasts reliés au trading qui parlent du trading et surtout de manière qualitative. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a des chaînes YouTube qui parlent du trading, mais malheureusement, 90% de cette chaîne délivre du bullshit, ok? Il faut le dire, il faut être cash. Et moi, mon objectif, c'est vraiment à travers toute cette over-information, surtout sur YouTube, c'est de t'extraire le nectar et te donner du contenu, encore une fois, comme je disais, qualitatif et surtout inédit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites par rapport au trading, notamment la plupart disent que le trading c'est facile, qu'on peut faire de l'argent à partir d'un téléphone, que ceci, que cela, et je suis vraiment là pour te donner, encore une fois, te donner la vérité, d'accord? C'est super important, je suis vraiment là pour te donner la vérité et être authentique à travers ce podcast, ok? Également, on pourra parler par la suite de tout ce qui va être biohacking, de dev perso, de productivité, même de business en ligne de manière générale. Mais voilà, encore une fois, le but, c'est pas de répéter ce qui est dit sur les autres chaînes YouTube. C'est vraiment, encore une fois, d'avoir du contenu inédit et qualitatif. Donc, j'espère que tu l'as bien compris. C'est notamment pour ça que j'ai appelé cette série de podcasts One Person Better Every Day. Désolé pour mon accent Frenchy, mais tout simplement, ça veut dire s'améliorer de 1% par jour. Donc, c'est parti et je vais t'expliquer mon parcours. Donc, pour t'expliquer mon parcours, il faut retourner 4-5 ans en arrière. Donc vraiment, si tu te demandes pourquoi on part d'aussi loin, t'inquiète pas, tout a une logique. Franchement, juste détends-toi, écoute ce que j'ai à dire et tu vas voir que tout prend un sens. Donc 4-5 ans en arrière, j'étais en sport-études. Également, je jouais au FC Nantes au foot et j'allais passer mon bac S, spécialité informatique, et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie concrètement. Enfin, j'avais un projet, c'était celui d'être pompier militaire, mais malheureusement, par souci médical, il est tombé à l'eau. Puis, du coup, voilà, je me suis retrouvée à devoir faire des choix post-bac concrètement un peu hasardeux, j'étais pas vraiment convaincue, même j'étais pas du tout déterminée d'aller à l'université après. Et en fait, il y a eu un jour où clairement tout a basculé. Et en fait, c'était après un match, de fil en aiguille, je suis rentrée en contact avec un agent de joueur et j'ai clairement vu en fait sur le site qu'il y avait une opportunité d'obtenir une bourse pour jouer et étudier aux États-Unis. Et là, je me suis dit que clairement c'était l'opportunité de dingue. Donc clairement, voilà, je parlais avec cet agent, il m'a expliqué tout ça. Je me suis dit mais c'est vraiment un truc de ouf. Imagine toi, Elodie Algan, tu peux aller jouer au foot, donc ce qu'on appelle le soccer aux USA, tu peux jouer au soccer avec les meilleures joueuses limite mondiales, j'ai envie de dire, parce que voilà, les États-Unis ont un niveau largement supérieur que la France, pas l'oublier. Et surtout, c'est pas le même type de jeu. Nous en France, c'est très individualiste et très technique, donc tout ce que je déteste. Et là-bas, c'est très collectif et surtout très physique, donc tout ce que j'adore. Donc je me suis dit voilà, je vais tenter ma chance. Et au début, c'était un peu compliqué avec mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Ma mère m'a dit clairement non dès le début, mais après voilà, on a rediscuté et après ils m'ont soutenu dans ce projet. Et puis surtout, ils ont pu avoir au téléphone cet agent qui les a rassurés, etc., etc. Mais le gros problème par rapport à ce projet-là, c'est que je ne parlais pas une bille d'anglais. J'avais 4 à 6 de moyenne en terminale et en plus de ça, c'était ma LV2. Donc clairement, je me suis dit, ok, tu veux jouer aux États-Unis, mais tu parles pas la langue. Ça va être un peu compliqué. Mes parents me disaient que ça allait que ça allait être impossible de pouvoir récupérer mon niveau. Et moi, j'y croyais. Enfin, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Si t'es déterminé, que t'as envie de faire ça, prends des cours d'anglais, fais 10 heures d'anglais par jour s'il faut pour récupérer ton retard, passe tes tests et casse-toi concrètement. Donc moi, j'étais quand même assez déterminée. Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à lancer le process. Et puis voilà. Mais bon, en attendant, parce que tout ça, en fait, c'est une période de 1 an. C'est-à-dire au moment où on prépare, on va dire, notre dossier d'inscription et au moment où on est admis et qu'on va jouer, des fois, il peut avoir un délai d'1 an. Ok. Donc, clairement, je me suis dit, ok, mais pendant cette année-là, en attendant, oui, j'ai l'anglais, oui, j'ai le foot, mais il faut bien que je fasse quelque chose à côté de ma vie. Je vais pas rester dans mon lit toute la journée. Donc là, j'ai décidé de faire l'armée et du coup de m'engager dans la réserve pour me rendre utile. Ok, ça se rapprochait pas mal par rapport à mon projet de pompier militaire, donc je me suis dit why not, et du coup voilà, je me suis rapprochée on va dire du régiment le plus proche et du coup j'ai fait un dossier d'inscription pour pouvoir être réserviste dans l'armée de terre. Et du coup, j'ai concilié armée, foot et anglais. Donc vraiment, l'anglais, j'ai dû taffer mais 2 fois plus. Ça a été, voilà, il y a des jours, c'était pas simple. Hein. J'avais vraiment envie de give up, j'avais vraiment envie d'abandonner. Il y a eu beaucoup de remises en question par rapport au projet également. Mais voilà, les mois se sont écoulés. J'ai quand même passé mes examens. J'ai obtenu des résultats satisfaisants pour pouvoir trouver une université. Rapidement, j'en ai trouvé une. J'ai fait une visite. La visite, elle a duré 2 semaines. Donc, pendant ces 2 semaines-là, je me suis entraînée avec le groupe. Je me suis vraiment sentie bien d'ailleurs. C'était vraiment la première fois que je me sentais aussi bien avec un groupe. La mentalité américaine, elle
elle est incroyable. Enfin, en tout cas, le groupe dans lequel j'étais pendant ma première année, la mentalité était vraiment bien. On sentait vraiment bien, c'était de la bonne vibe. Pas du tout comme en France où c'est très néfaste malheureusement. Et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai fini tous les papiers, j'ai été à l'ambassade pour mon visa, j'ai pris mes billets d'avion et du coup je savais que je m'engageais pour 4 ans. Mais attention, je m'engageais pour 4 ans parce que bah le cursus universitaire il est sur 4 ans, mais c'est 4 ans avec 1 an renouvelable chaque année. C'est-à-dire que chaque année tu dois prouver que tu es en mesure de pouvoir rester dans le sens où tu as une bourse mais elle est que pour 1 an. Et pendant 1 an, tu dois faire tes preuves. Et si tu as des mauvaises notes, et si tu joues mal, concrètement, tu dégages. Donc c'est pour ça que ça me mettait pas mal la pression, mais bon, je vous avoue qu'à l'instant T, juste avant de partir, je pensais pas du tout à ça. Je me disais que j'allais y aller pour 4 ans et que j'allais vivre ma meilleure vie tout simplement. Donc j'arrive aux États-Unis et le premier semestre, donc qui est de août à décembre, il a été vraiment très compliqué. Le fait d'être loin de ma famille, de mes amis. Il y a même des moments où je me suis dit, est-ce que j'appelle pas ma mère pour lui dire que j'ai envie de rentrer, tellement que psychologiquement et physiquement c'était dur. Psychologiquement parce que j'étais loin de mes amis et de ma famille, le fait qu'il y ait 7 heures de décalage horaire, ça a limité énormément les conversations, et physiquement parce que au foot, le rythme, il était très élevé. On avait 3 à 4 entraînements par jour durant la pré-saison, donc de août à début mi-septembre, on va dire. Et durant la saison, donc début mi-septembre jusqu'à fin novembre, on avait 2-3 matchs par semaine, plus entraînement tous les jours. Les jours de repos, c'était très très rare. Donc j'étais très fatiguée, et en plus de ça, il y avait les cours. Je devais maintenir une bonne moyenne parce que sinon ma bourse, elle sautait et je devais retourner en France. Donc il y avait pas mal de stress par rapport à ça, énormément de fatigue, et même si j'avais eu des bons résultats par rapport à mes tests d'anglais, j'avais juste eu le niveau en fait tout juste. Donc en arrivant ici, c'était autre chose, surtout que où j'étais, donc c'était dans le Kansas, c'était des accents très prononcés, donc parfois je comprenais pas trop ce qu'on me racontait, mais voilà, heureusement on va dire que les filles de l'équipe étaient vraiment là pour bien m'intégrer, pour que je me sente bien, et ça franchement c'était cool, parce que je pense si c'était l'inverse, si c'était une Américaine qui arrive en France et qui est un peu introvertie, qui n'ose pas trop parler, etc., je pense qu'elle se serait mal sentie, parce que voilà, la mentalité française dans le monde du football féminin, elle est vraiment horrible pour ça. C'est vraiment chacun pour sa gueule, même si on vous fait croire que non. Clairement, c'est vraiment chacun pour sa gueule, et là, c'était pas du tout comme ça aux États-Unis. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis sentie mieux par la suite. C'était tout simplement le fait, l'esprit d'équipe et le fait de me sentir bien dans le groupe. Donc voilà, le premier semestre se termine. Donc je termine quand même avec à peu près 17-18 de moyenne. Donc vraiment, bon après voilà, c'était surtout des cours de remise à niveau, donc c'était pas forcément compliqué. Enfin, fallait bosser, mais si tu bossais, tu pouvais avoir les résultats. Donc je termine avec 17-18 de moyenne, donc soulagée par rapport à ça. J'avais fait une bonne saison également. Donc retour en France tout simplement pour fêter les fêtes de fin d'année avec ma famille. Donc le deuxième semestre arrive, donc je dois retourner aux États-Unis vers la fin janvier. Et le deuxième semestre, en fait, il est beaucoup plus souple que le premier semestre, pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus de saison. Donc déjà, on n'a plus de match, et également, on n'a qu'un entraînement par jour. Donc vraiment, c'était très très light à ce niveau-là. Et au niveau des cours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système universitaire américain n'est pas du tout comme celui de la France, pour la simple et bonne raison que nous, on avait cours que le matin. Et généralement, les gens ont cours soit le matin, soit l'après-midi. Ok. Donc moi, très clairement, mes journées, voilà, j'allais en cours de 9h à midi à peu près. Ensuite, on avait de 13h30 jusqu'à 15h30, 16h notre entraînement, et après on avait beaucoup de temps libre. Donc le soir, on pouvait sortir, on pouvait vraiment chiller, donc c'était cool par rapport à ça. Et forcément, qui dit sortie dit dépense d'argent, et je me suis dit à un moment donné, va peut-être falloir qu'il y ait des rentrées d'argent, parce qu'à force de dépenser, je voyais mon compte qui se diminuait, mais je voyais pas de rentrée d'argent. Donc je me suis dit, faut que je trouve un job, tu vois, comme tout le monde. Moi à l'époque, je connaissais que le système de la rat race, tout ce qui était business en ligne, je savais pas ce que c'était. Donc je me suis dit, je vais chercher un job. Mais le problème, c'est que pour avoir un job aux États-Unis, il faut faire des tonnes et des tonnes de papiers. Donc bref, c'est très compliqué. Après, on peut toujours faire au black, mais bon, être dans l'illégalité, pas ouf non plus. Donc c'était très compliqué par rapport à ça. Et puis un jour, sur Insta, je tombe sur un mec
Donc c'était un ricain qui avait fait une vidéo qui expliquait qu'il faisait beaucoup d'argent grâce au business en ligne avec 3-4 heures de travail par jour. Et là je me suis dit mais c'est quoi ce truc, enfin comment c'est possible, tu vois? Moi genre j'ai toujours vu mes parents travailler 35 40 heures par semaine, faire un boulot voilà, vraiment être dans un système de rat race tout simplement et avoir un salaire certes confortable, mais bon voilà, à côté de ça ils sont pas forcément libres, j'ai envie de dire. Donc quand j'ai vu ça déjà je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Ça m'a interpellée. Je me suis dit mais si c'est si facile tout le monde le ferait, tu vois? Mais bon, j'étais quand même intriguée et j'avais envie de croire les paroles de ce mec-là, qu'on pouvait faire des millions avec seulement quelques heures de travail par jour. Donc du coup il parlait des business en ligne et je me suis dit bon bah voilà, je vais me renseigner par rapport à ça. Donc j'ai fait des recherches sur internet et là je suis tombée sur les différents business models. Donc il y avait l'affiliation, le MLM, le drop et puis le trading tout simplement. Donc pour vraiment passer rapidement, donc j'avais testé du coup le MLM, j'avais testé le dropshipping et puis ensuite parce que tout simplement j'ai fail. Le MLM c'est très mal vu en France et je pense que je reviendrai dessus à travers une série de podcasts. Je pense que je ferai un podcast spécial MLM pour vraiment donner un point objectif par rapport à ce business model, parce qu'il y a, oui, certes, il y a des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Donc vraiment, ce serait faire une analyse très objective, ok. Ensuite, le dropshipping, j'ai essayé, que j'ai lancé un shop. Voilà, je trouvais un produit sur AliExpress, ça a pas marché. Bon, voilà, j'ai dit que c'était une arnaque, ça fonctionnait pas. Donc là, c'était vraiment mon mindset qui était nul, hein, il faut le dire. Et du coup, ensuite, je suis tombée sur le trading. Et là, franchement, le trading, j'ai vraiment accroché. Parce que ce qui me plaisait, c'est que tu n'avais pas besoin d'avoir de clients pour faire de l'argent. Ok, tu n'avais pas besoin d'être un couteau suisse comme en dropshipping. Tu n'avais pas besoin d'avoir de clients comme en MLM et dépendre d'eux, du coup, directement. Et l'affiliation, voilà, ça me parlait pas plus que ça. Donc, je m'étais dit, je vais me pencher sur le trading. Par le simple fait que je suis quelqu'un de très introverti, donc moi, aller vers les gens et trouver des clients, c'est pas forcément mon fort. Et également, j'ai vu qu'on pouvait faire énormément d'argent sur Internet. Voilà, je suis tombée sur des chaînes YouTube qui disaient qu'ils faisaient mais vraiment des 10K day par jour. Donc, je me suis dit que ça doit être facile le trading parce que je voyais vraiment plein de chaînes YouTube en parler. Donc, voilà, je me suis dit que c'est bon, on va se lancer là-dedans et on va se donner. Donc, vraiment, moi, je me suis dit, voilà, dans 3 mois, c'est bon. J'apprends comment utiliser un récit, utiliser une bande de Bollinger, tracer des supports résistance et c'est bon, dans 3 mois, dans la logique, je fais 10K day et puis après dans un an je suis millionnaire. Bon, j'étais bien débile de penser ça, mais je le pensais quand même. Et par la suite, en fait, j'ai contacté quelqu'un qui, soi-disant justement, était dans ce monde du trading et qui se disait trader pro. D'ailleurs, c'est un point que je souhaite vraiment souligner, qu'il faut savoir faire la distinction entre trader pro et trader indépendant. Un trader pro, c'est quelqu'un qui a une expérience en institution, ok, alors que un trader indépendant, c'est quelqu'un, par exemple, qui va être trader pour compte propre, qui va trader son propre argent, ou alors qui, par exemple, va être trader, prop trader, par exemple. Mais trader professionnel, c'est expérience en institution. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce terme « je suis trader professionnel » pour se qualifier, notamment sur Instagram, tous les réseaux sociaux. Mais faites attention par rapport à ça, ne tombez pas dans le piège, surtout si c'est pour vendre des formations de merde, ok? Donc voilà, donc pour venir sur mon histoire, donc cette personne se disait trader pro, justement, et en réalité, c'était juste un networker qui n'était même pas le produit du produit, voilà, qui limite n'avait qui avait de très faibles connaissances en trading, mais ça, je le savais pas encore, puisque je débutais, et il avait des promesses très alléchantes. Donc vraiment, il m'a dit, voilà, Elodie, t'inquiète, avec notre application de système de copier-coller, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent rapidement à partir d'un téléphone, t'as même pas besoin d'apprendre limite l'analyse technique. Et clairement, au début, ça marchait, donc j'étais contente, mais voilà, je voulais pas simplement apprendre, faire que du copier-coller, je voulais vraiment apprendre de mon côté et savoir pourquoi est-ce que j'achète et pourquoi je vends, ok? Donc je suivais quand même quelques petites formations par rapport à ça. Du coup, j'ai rejoint MLM, hein, si tu ne l'as pas compris. Donc le MLM, je vais pas donner le nom spécialement, c'est pas forcément intéressant, mais même si la plupart, je pense que vous savez quel est son nom. Et du coup, voilà, je suivais quelques petites formations de pseudo-traders, bien évidemment, mais que voilà, pour moi, je me disais, waouh, ils sont vraiment géniaux, ces formateurs, etc. Ils m'apprennent plein de choses. Bon, au final, ils m'apprenaient de la merde, mais je ne le saurais que quelques mois plus tard. Et puis, rapidement, en fait, après mes premières réussites, donc je pense que c'était la chance du débutant, j'ai commencé à cramer un compte, puis 2, puis 3. Et là, concrètement, j'étais découragée. Donc voilà, j'étais découragée.
Et puis au final, voilà, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce qu'au final, les formations qu'on me donne, elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que le mec, au final, il m'a pas vendu du rêve? Bon, bien évidemment que quand tu crames 2, 3 comptes et tu sais que ça vient pas de toi parce que tu as fait correctement les choses et que t'as pas de résultat et que le gars, concrètement, il arrive pas à te donner d'explications concrètes, tu sais qu'au final, tu t'es fait un tour loupé et que, concrètement, voilà, tu t'es fait avoir par des promesses alléchantes, hein. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, si elles démarrent un business en ligne, c'est parce qu'elles se disent qu'elles vont pouvoir faire de l'argent rapidement. Voilà, je suis tombée dans le panneau et je pense que 90% des gens tombent dans le panneau, malheureusement. Même si on sait qu'au final, si c'était si facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait déjà riche, on a quand même envie d'y croire, ok? Donc, je suis totalement sortie de ce système de marketing de réseau et puis j'ai décidé de me former avec des traders, notamment des très très bons traders et notamment Julien, qui était trader à la Société Générale, un ancien trader de la Société Générale qui avait monté sa structure et qui proposait des formations francophones. Et franchement, c'était un tout autre niveau. Au début, voilà, quand j'ai commencé à me former avec lui, je comprenais absolument rien de ce qu'il racontait. Mais par la suite, voilà, j'ai échangé avec lui en privé, je lui ai expliqué un peu ma situation. Et franchement, je sais que Julien, c'est une personne que je lui dois énormément aujourd'hui. Concrètement, de toute façon, c'est un ami pour moi aujourd'hui. Il m'a énormément aidé et je sais que si j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, c'est parti grâce à lui parce qu'il m'a donné toutes les fondations. Et c'est grâce à lui également que j'ai compris la règle du 80-20 dans le sens, la technique, ça ne fait pas tout. Il faut énormément travailler sa psychologie, sa gestion du risque. Et c'est des choses, que le marketing de réseau, en fait, n'évoquait pas. Tout simplement, il t'expliquait que grâce à des scanners de patterns harmoniques, grâce à je ne sais pas quoi, tu peux faire beaucoup d'argent, mais c'est pas ça le trading en fait. Donc quand j'ai compris ça, déjà mon état d'esprit il a complètement changé par rapport au trading. Je me suis dit certes j'ai perdu du temps, mais maintenant voilà, ce temps je vais pouvoir le rattraper. Donc pendant 6 mois je me la suis donné comme jamais. Je faisais des journées 3-4 heures du matin jusqu'à 23 heures et je vais même aller encore plus loin. En fait ce que je faisais c'est que je m'endormais vers 22-23 heures et je mettais une alerte vers 2 heures du matin et après je mettais des alertes toutes les heures pour voir s'il y avait des opportunités durant la session de Londres. Parce que du coup, il y avait 7 heures de décalage, donc forcément, aux États-Unis, si tu te lèves le matin 7-8 heures, tu rates la session de Londres. Et sachant que la session de Londres, c'est quand même une session qui est intéressante, surtout quand on veut faire du scalping et de l'intra. Donc voilà, je faisais ça en fait, je mettais des alertes toutes les heures à partir de 2 heures du matin, donc ça me coupait mon sommeil concrètement, et puis des fois, je pouvais me coucher clairement jusqu'à 23 heures. Donc vraiment très mauvaise hygiène de vie par rapport à ça. Et voilà, j'ai continué de me former avec des traders indépendants et professionnels. J'ai pris vraiment plusieurs cours. J'ai appliqué tous les conseils des personnes qui étaient là où je voulais être. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Donc bien évidemment, ça n'a pas été tout beau, tout rose, hein. Parfois, ma psychologie, elle me flinguait de ouf. Et je faisais des pertes débiles. Mais concrètement, voilà, il y avait plus de cramage de compte. Et je m'améliorais de jour en jour. Je voyais petit à petit la progression. Donc c'était très encourageant. Et surtout, j'ai compris qu'on ne devenait pas trader en un mois. Et voilà, tout simplement. Parallèle que je continuais d'évoluer dans le trading, j'avais un objectif au foot, c'était de finir, d'avoir au moins ce statut de semi-professionnel. Donc c'est le statut juste en dessous de professionnel. Et pour ça, il fallait que je fasse une Summer League aux États-Unis. Et également, je voulais changer d'université, pas que je me sentais pas bien, mais le niveau, c'était l'un des plus bas niveaux en fait universitaires. Donc pour commencer, c'était vraiment bien, mais après par la suite, voilà, je voulais évoluer, je voulais avoir un meilleur niveau. Donc clairement, mon focus, il était vraiment sur le trading, mais également sur le fait, d'obtenir un club qui me permette justement d'avoir un contrat semi-professionnel. Donc pour ça, j'ai fait des recherches, etc. J'ai obtenu mon contrat. J'ai entamé du coup la Summer League, donc j'avais été près de Chicago. Enfin, près de Chicago, c'est vers Minneapolis, mais c'est pas très loin de Chicago, si vous voulez une grande ville. Et puis, à côté, j'ai commencé à être constant, comme je disais, dans mes résultats. Et en fait, je repensais à cette expérience vis-à-vis du MLM. Et je me suis dit, potentiellement, si on pouvait changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je commençais à avoir mes premiers résultats, il y a eu du bouche à oreille. Les gens commençaient à entendre parler de moi, que mes stories sur Insta, les résultats que je publiais, parce que j'étais très transparente, même trop transparente. Je montrais un peu trop de résultats et que ça a donné envie aux gens. Pas que je voulais vendre du rêve, je voulais juste montrer ma progression tout simplement. Et puis un jour, il y a tout simplement
voilà, une personne qui m'a proposé d'être formatrice donc dans un autre marketing de réseau. Et voilà, je me suis dit, au début, voilà, je me dis non, c'est bon, c'est une mauvaise expérience, blablabla. Et puis après, je me suis dit, est-ce que au final, ça serait pas une bonne idée, tout simplement? Est-ce que le fait d'être éducatrice et vraiment de donner une vraie vision du trading, ça serait pas quelque chose de bénéfique pour le marché francophone? Est-ce que je ne pourrais pas à moi seule redorer ce blason? C'était un peu, comment dire, c'était peut-être un peu se jeter des fleurs en disant ça, mais voilà, j'avais envie d'y croire et surtout j'avais vraiment envie d'aider les gens et qu'ils aient la bonne information. C'est vraiment ce qui m'importait. Donc du coup, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai commencé à faire des formations. En parallèle, du coup, je faisais ma Summer League qui s'est vraiment très très mal passée. J'arrivais pas du tout à combiner, enfin en tout cas avoir une bonne hygiène de vie, plus le trading, plus le foot. C'était 10 fois plus intense que ce que j'avais connu à l'université. Donc j'ai stop. Je suis revenue en France, j'ai pris une vraie pause, je me suis ressourcée, puis après je suis repartie. Donc j'ai recommencé, enfin là où j'en étais au niveau du trading, et puis en parallèle, bah je continuais de former tout simplement. D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, hein, bien évidemment, mais vraiment je vous déconseille de faire ce que j'ai fait par rapport à mon rythme. Le fait que j'enchaînais, voilà, je me réveillais à 3-4 heures du matin, ensuite je me couchais vers 23 heures, j'étais toujours derrière mes écrans. Vraiment, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille d'avoir une très bonne hygiène de vie, de vous dire, voilà, de tel horaire à tel horaire, je suis sur les marchés et sinon, voilà, je fais autre chose. Vraiment d'être organisé parce que ça, c'est ce qui a fait que par la suite, j'ai pas réussi à tenir le rythme en Summer League parce que bah, tout simplement, je n'avais pas une bonne hygiène de vie. Donc, voilà, conseil que je peux vous donner, garder une bonne hygiène de vie, c'est super important. Même si dès le début, on a envie d'être beaucoup derrière les écrans, on a envie d'apprendre encore et encore, vraiment, limitez-vous, c'est super important. Donc ensuite, un mois plus tard, je reviens aux États-Unis. Donc j'avais été à Miami avant, voilà, pour me reposer un peu en vacances tranquille. Et du coup après j'ai été donc au Texas dans ma nouvelle université et également j'avais changé mon major. Donc de base j'avais un major. Donc major c'est tout simplement votre type de cursus d'études, par exemple banque ou vente ou médecine, voilà, ou droit. Bah moi tout simplement mon major c'était sécurité informatique et du coup j'avais décidé de le switcher pour banque et finance parce qu'à l'époque voilà je savais que je voulais être trader. Clairement c'est ce qui me passionnait le plus et j'avais plus aucun intérêt pour la sécurité informatique. Donc voilà, je m'étais dit, je change mon major, surtout que c'était encore possible. Donc le début de saison, et puis bah début septembre 2018, ça a été le drame, ça a été l'une de mes pires périodes parce qu'en fait je me suis fait les croisés, pas que les croisés d'ailleurs, mais à l'époque je ne le savais pas, tout simplement parce que malgré le fait que j'avais fait un IRM et des examens complémentaires, en fait ils ont voulu cacher les résultats et en fait j'ai compris pourquoi par la suite, c'est parce qu'ils avaient mis énormément d'argent sur ma tête en termes de bourse et tout simplement ils avaient soi-disant besoin de moi pour pouvoir, on va dire, parvenir à leurs objectifs footballistiques. Mais voilà, le problème, c'est que j'avais mal concrètement, même s'ils me forçaient à jouer, ils me disaient que j'avais rien, qu'il fallait que je me conditionne dans ma tête à me dire que j'avais rien. Clairement, c'était super malsain parce que je savais que j'avais quelque chose. Et voilà, j'allais voir le kiné, voilà, ils me mettaient juste de la glace, ceci, cela. Je me suis dit, on est en train de me prendre pour une grosse bouffonne. Donc, du jour au lendemain, vraiment, j'ai pu être aux entraînements, j'ai pu jouer, vraiment, j'ai fait la morte, on va dire. Mais je savais que si je faisais ça, que j'allais perdre ma bourse et que j'allais devoir, en fait, retourner en France, mais que j'avais mal, donc je pouvais pas me forcer, c'était pas possible. Même si des fois on dit c'est dans la tête, là c'était pas dans la tête, je savais très bien qu'il se passait quelque chose. Donc arrivé fin d'année, forcément, même si j'avais des bonnes notes avec les études, on m'ont dit clairement tu dégages et tu rentres en France. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Et durant cette période, la seule chose qui m'a fait tenir, c'est le trading, parce que il y avait que pour ça en fait que j'avais de l'intérêt. Donc j'ai continué de me perfectionner, j'ai continué de backtester, et puis voilà en fait j'ai passé de septembre à décembre presque 80% de mon temps dans ma chambre à me perfectionner, à backtester, etc., etc. Donc vraiment ça c'était très positif, le fait que je prenne beaucoup de temps pour backtester, de raffiner mes stratégies. Mais j'avais un gros problème psychologique, c'est que je ne voulais pas admettre que j'avais tort et je n'aimais pas perdre en fait. Je voulais toujours avoir raison par rapport à mes analyses, etc. Et je voulais vraiment en fait la stratégie à 100% de réussite. Et un jour, je suis tombée sur une page Instagram justement qui s'appelle Fibs Don't Lie. Et le mec justement, je voyais sa stratégie, clairement c'est ses tops, il passait tout le temps. Donc je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf en fait, enfin, c'est quoi ces stratégies de ouf? Donc j'ai pris son cours et là c'est là que j'ai tout explosé. J'ai commencé à faire des dingueries avec cette stratégie. Vraiment, il y a tout qui passait, tous mes setups y passaient. Donc je me suis dit que j'ai découvert le Saint Graal, que maintenant ça y est, je suis la future tradeuse de Wall Street. Et j'ai commencé à prendre des risques démesurés, concrètement presque 30%.
par trade. Donc vraiment, j'en suis pas fière quand je le dis aujourd'hui, mais voilà, je suis transparente avec vous. Il faut que je vous explique comment j'ai réussi à obtenir, on va dire, un gros compte. Donc j'avais vraiment oublié tout ce que j'avais appris par le biais de Julien. Donc voilà, c'est vraiment grâce à cette stratégie que j'ai pu monter mon compte assez rapidement. Bien évidemment, à un moment donné, la stratégie n'avait plus un taux de réussite aussi élevé. C'était temporaire, donc j'ai commencé à perdre voilà un trade, deux trades. Donc heureusement, c'était pas des 30%, c'était des 10%. Mais voilà, là je me suis dit arrête, t'es en train de faire de la merde, recalibre-toi, recentre-toi, travaille sur tes biais psychologiques parce que au final, tu sais très bien que la stratégie à 90%, 100% de réussite, elle n'existe pas tout simplement, et qu'il faut travailler ta psychologie, il faut admettre que parfois tu peux avoir tort tout simplement. Donc tout ça, ça s'est passé durant la période de fin août jusqu'à mi-décembre. Donc mi-décembre, je prends mon avion, je rentre. J'avais perdu ma bourse, mais ça, je m'y attendais. Et quand j'ai retrouvé ma famille, ils étaient tous choqués de me voir parce qu'en fait, j'avais perdu énormément de poids. Il faut savoir que durant cette période de août à décembre, je mangeais presque plus, je dormais très peu. C'était très compliqué pour moi. Il y avait que le trading en fait, clairement, qui me faisait tenir. Mais je pense que j'étais en dépression durant cette période-là, vraiment. Avec du recul, je pense que j'avais fait une mini-dépression et j'étais passée de 58 kilos à 43. Donc ça avait énormément choqué ma famille de me voir aussi maigre. Je dirais pas que c'était de l'anorexie, mais j'en étais vraiment pas loin. Donc du coup, voilà, j'ai pris du temps avec ma famille, j'ai pris du temps avec mes amis, ça m'a fait énormément de bien. Donc au final, voilà, très rapidement, au bout de 2-3 mois, j'ai quand même repris un peu de poids. Mais voilà. Et puis surtout, ce qui me trottait dans la tête, je me disais, mais qu'est-ce que j'avais en fait? Enfin, qu'est-ce que j'ai au niveau de mon genou, tu vois? Donc dès fin janvier, c'était fin janvier, j'ai été faire mes examens. Et puis là, j'ai appris que j'avais les croisés, j'avais MPFL et également j'avais un œdème osseux. Donc là, quand j'ai appris ça, ça a été un coup dur concrètement. Je me suis effondrée. Je me rappellerai toujours de où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, etc. quand j'ai appris ça. Et j'en voulais énormément à mes coachs du coup aux États-Unis. J'avais même préparé un immense texte sur WhatsApp où clairement je les insultais, que j'avais envoyé. Je voulais envoyer les résultats, mais bon, au final, je l'ai pas fait. Voilà, j'en voulais clairement à la terre entière à ce moment-là. Donc ça a été, voilà, la pilule a été dure à avaler, mais bon, de toute façon, il fallait que je me fasse opérer. Je savais que j'en avais au minimum pour 1 an. Donc si je voulais changer d'université, aller dans une autre, ça allait pas être possible pour la simple et bonne raison qu'il me fallait au minimum 1 an de rééducation. Donc voilà. Et heureusement que le trading a été là, hein, car je voulais continuer mes études et c'était possible en ligne, mais j'avais plus de bourse. Donc, il faut que je paye tout. Et sachant qu'une année aux États-Unis, quand on est là-bas, c'est à peu près 50 000. Donc, voilà, il faut de l'argent et c'était hors de question que mes parents payent pour moi mes cours. Donc, voilà, heureusement qu'il y avait le trading pour payer mes cours et du coup, j'ai pu continuer mon cursus en ligne. Donc, j'ai eu l'opération, la rééducation également. Donc, c'était une période compliquée. Voilà, je faisais pas de sport. J'étais très souvent derrière mes écrans, donc je progressais, mais toujours ce problème de psychologie parce que le fait de rester toujours derrière ces écrans tout le temps, voilà, à un moment donné, tu pètes un câble. Surtout si t'as pas de plan de trading, t'es pas rigoureux, t'es pas discipliné. Et sachant que moi, j'étais une personne très impulsive, donc des fois, je prenais des mauvaises décisions et voilà, je faisais des journées et surtout des pertes un peu bêtes. Donc au final, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai découvert le dev perso. Et de toute façon, il fallait que je trouve une façon. Il fallait que je trouve une façon de me vider la tête parce que je pouvais pas le faire par le biais du sport. Donc il fallait obligatoirement que je trouve un moyen de me vider la tête. Et donc, j'ai découvert le dev perso et tout ce qui était méditation, lire des livres, écouter des podcasts, etc. Ça m'a énormément aidé. Vraiment, ça m'a énormément aidé. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'ai une bonne psychologie, c'est en partie grâce à ça. Et également, je me suis formée en éducation financière. Ok, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent cet aspect. Mais voilà, aujourd'hui, l'éducation financière, c'est un pilier qui est super important. Toutes les personnes qui ont réussi, qui ont fait des très grosses choses dans le monde entrepreneurial ou dans le monde du business en ligne sont formées en termes d'éducation financière. Et là, ça a été un game changer pour moi, le fait de me former en dev perso parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé dans ma psychologie en trading. Et puis par la suite, j'ai entendu parler des prop firm trading. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de passer par cette étape si vous voulez un gros capital. Ne prenez pas de risques démesurés comme j'ai pu le faire. C'est hors de question. Ok, aujourd'hui, moi, je sais que j'applique 1% de risque maximum par chaque prise de position.
commission, et je dis bien maximum. Donc, si vous voulez un gros compte, ne faites pas comme j'ai fait, mais utilisez les Profirm Trading, ok? Et bah voilà comment je suis devenue Profirm Trader. Je pense que vous savez à peu près tout par rapport à mon parcours. Aujourd'hui, j'ai vraiment un style de trading qui m'est propre. Voilà, je suis spécialisée dans le price action. J'utilise beaucoup les concepts de la smart money. J'ai une stratégie de drawdown management qui est utilisée dans pas mal de fonds d'investissement. J'ai des routines. Je continue de me former en dev perso. Je fais de la méditation. Je travaille énormément sur ma psycho en lisant des livres et notamment sur le classique de Mark Douglas, Entrer dans la zone, qui permet de comprendre pas mal de biais psychologiques et surtout, je suis éduquée financièrement. Donc, en conclusion de ce podcast, si vous êtes convaincu que vous allez réussir, allez jusqu'au bout parce que comme vous avez pu voir, pour ma part, ça n'a pas été tout beau tout rose. J'ai très mal commencé, mais au final, après, je me suis toujours redirigée vers les bonnes personnes et c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Ok. Également, il ne faut pas abandonner. J'aurais pu blâmer vraiment la terre entière. J'aurais pu dire que je suis une merde, que j'y arriverai pas. J'aurais pu lâcher le trading au moment de ma blessure également. Et clairement, il faut persévérer. Ok. C'est pas parce que tout va mal dans votre vie qu'il faut abandonner. Il faut vraiment persévérer. C'est super important. Également, il faut se former avec les bonnes personnes. Ok. Donc, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, au début, je suis tombée sur les mauvaises personnes, mais voilà, je me suis orientée après j'ai surtout pris conseil des bonnes personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gourous. Donc, clairement, faites attention à ça. Surtout en France, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, vendeurs de tapis. Donc vraiment, orientez-vous avec les personnes qui ont les résultats que vous souhaitez et qui sont, entre guillemets, capables de vous le prouver, ok? Également, il faut travailler sa psychologie, ok? Comme je le disais, la technique, c'est 20%. La psychologie et gestion du risque, c'est 80%, ok? C'est plus gros. De plus, il faut s'engager pour une période de 6 mois, 1 an, ok? Quand vous commencez un business en ligne, c'est pas juste pour 2 semaines, 1 mois, ok? Vous devez vraiment vous engager pour une période moyen terme, j'ai même envie de dire long terme. Surtout en trading, ça prend du temps. Donc vraiment, laissez-vous au minimum 6 mois pour avoir vos premiers résultats, d'accord? Également, ne pas reproduire ce que j'ai fait pour arriver là où j'en suis. Donc, par rapport aux prises de risques énormes sur mon compte, par rapport à mon hygiène de vie où je restais énormément derrière les écrans, que j'avais pas un bon cycle du sommeil, que j'avais pas une bonne alimentation, ça crée des biais qui peuvent énormément vous affecter par la suite. Et qu'aujourd'hui, il existe les Profirm Trading. Donc, vous voulez trader des capitaux à 50, 100 000, voire même sur certaines Profirm, on peut atteindre le million. Vraiment, c'est tout à fait possible. Donc, laissez-vous le temps, ok? Passez après les tests en Profirm. D'ailleurs, je pense que je ferai un podcast sur les Profirm s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est et vous expliquer un peu le principe, les avantages et les inconvénients de chaque Profirm. Mais vraiment, voilà, dites-vous qu'aujourd'hui, les Profirm sont là, qu'il y a de l'argent. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça, même si aujourd'hui, vous avez que 1 000 € sur votre compte et que vous voulez vivre du trading, les Profirm, ça peut être une alternative, ok? Mais il faut bien faire les choses, d'accord? Et puis, bien évidemment, alors ça, c'est plutôt un conseil personnel, mais je pense que je ferai également un podcast là-dessus, c'est ne pas entrer dans une mentalité de drop-out collège ou de quitter la rat race rapidement, ok? Et surtout, ne faites pas d'emprunt pour vous former et trader, d'accord? Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui quittent le lycée ou même l'université rapidement, qui vont faire des prêts à leur banque pour se former et trader. Et moi, je trouve ça inadmissible qu'il y ait des personnes qui acceptent ça. Moi, personnellement, si j'avais ma propre formation et qu'on me dise j'ai emprunté pour prendre ta formation, je lui rends l'argent et je lui dis finis ton cursus ou va trouver un taf et seulement après reviens pour te former. Je trouve ça inadmissible qu'il y ait des personnes qui acceptent ça et qui vraiment encouragent à faire ça. Donc, je pense que je ferai également un podcast là-dessus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.